Bonjour tout le monde et bienvenue au Web Sommet Réinventer la gestion, comment devenir notre meilleur potentiel d'avenir pour co-construire demain. Je me présente, mon nom est Marie Côté, je suis fondatrice de la gestion réinventée et je suis créatrice du Web Sommet. Ce Web Sommet a pour but de vous faire découvrir différentes façons de percevoir, de penser et d'exercer son leadership. Et aujourd'hui, il me fait vraiment plaisir d'accueillir Madame Sandrine Mainfray. Bonjour Sandrine. Bonjour Marie, bonjour à tout le monde. Sandrine est directrice d'une firme conseil, Allomé, qui est une firme en coaching, Oui, en consultation et en formation, n'est-ce pas? absolument. Et elle a aussi écrit un livre, alors Gagner en impact, un livre sur lequel, à partir duquel on va échanger aujourd'hui. Absolument. Alors voilà, ben écoute, je suis vraiment contente de te rencontrer. Pour nos auditeurs, Sandrine, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours professionnel? Alors c'est un parcours assez dense et comment je pourrais qualifier, avec des angles un peu particuliers, puisque j'ai créé ma première société en 1993. J'avais OK. moins de 30 ans Hmm. et c'était à la fois dans un milieu particulier, puisque c'était des milieux de l'audiovisuel d'entreprise, et un milieu qui était exclusivement à cette époque-là un milieu masculin. Hmm. Donc, pour faire le pont entre ce dont on va parler et cette première expérience, il y a forcément un lien très fort parce que quand j'ai créé cette boîte, je me suis retrouvée confrontée à des situations, que ce soit des situations en interne avec des collaborateurs ou des collaboratrices, mais aussi des situations en externe avec des clients qui ont Hmm. posé les questions qu'on va se poser aujourd'hui, de façon d'autant plus aiguë que j'étais à la fois jeune et une jeune femme. Hmm. Donc, tout a commencé comme ça. Et puis, à la même période, et même un tout petit peu plus tôt, j'avais eu une expérience dans le domaine de la vie associative, puisque j'ai fait une carrière de plus de 10 ans dans un mouvement qui s'appelle la Jeune Chambre économique française, qui dépend de JCI, la Jeune Chambre économique internationale. J'ai été présidente et là aussi, dans des fonctions d'animation d'un réseau de bénévoles, se posent les questions qu'on va se poser forcément. Et je dirais même elles peuvent être assez denses et aiguës parce que les gens, ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là et en même temps, ils sont là parce qu'ils ont envie aussi de faire des choses qui leur font que plaisir. Donc, c'est un peu les sujets. Et ces premières expériences ont vraiment commencé à balayer mes questionnements, ça c'est clair. Hmm. Et puis, j'ai vendu mon entreprise qui était devenue entre-temps un petit groupe dans lequel il y avait 3 structures. Une structure qui faisait de l'audiovisuel d'entreprise, une structure qui faisait de la création publicitaire, plus exactement d'ailleurs de la stratégie de création publicitaire, et puis une structure qui faisait ce qu'on appelait à l'époque le multimédia, mais qui a fait à son époque les premiers sites internet reliés à des bases de données ou avec des images qui bougeaient dans tous les sens. Donc, je dirais les débuts de ce qu'on peut connaître maintenant et qui nous paraît si courant. Hmm. Donc, j'ai tout vendu. J'ai vendu dans les années 2000-2001. OK. Et en fait, en ne sachant pas trop ce que j'allais faire après, OK. parce que c'était une envie, je n'avais plus envie de travailler sur la communication des marques ou des entreprises. Ça me paraissait presque un peu superficiel, je vais dire. OK. Et je commençais à m'intéresser plus aux gens. Mais en même temps, en n'étant pas extrêmement claire sur la façon d'aborder le sujet. OK. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand on vend une entreprise, il y a toujours une période un peu probatoire. Et là, j'ai d'anciennes, et d'ailleurs des clients, d'anciens clients, une cliente notamment, qui m'a appelée et qui m'a dit, ben voilà, je vais devenir directrice générale de la filiale du groupe dans lequel je travaille. Et je me pose pas mal de questions sur la gouvernance. Et j'avais cru remarquer que tu avais beaucoup travaillé sur ces sujets et j'aimerais bien que tu m'accompagnes.
Et Oh. notamment, j'ai un souci d'impact, etc. Et j'aimerais bien qu'on en parle. Et tout, en fait, a un peu découlé de cette première interrogation de cliente. Là, je me suis dit, si elle me demande d'être son coach, alors d'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, en plus de ça, ça me met dans une position particulière, quoi, un petit peu nouvelle pour moi. Mm. Et donc, bah, je me suis intéressée à la question de bah, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, ça a été le premier sujet. Deuxième sujet, elle m'interrogeait sur la question de l'impact et je n'avais pas forcément encore bien conceptualisé. Donc, ça m'a forcé à réfléchir à cette question-là. Et puis, ça arrivait en même temps où je m'interrogeais sur ma propre gouvernance pendant 10 ans. J'ai donc décidé de prendre un cursus chez HEC. Je suppose que vous voyez à peu près ce que c'est. Ah oui, on a HEC Montréal. Voilà. Donc, j'ai fait un executive MBA chez HEC pour travailler sur ce qu'on appelle la posture du dirigeant, pour revisiter un peu ma posture à moi de dirigeante. Et puis, tout de suite après, parce que tout ça m'avait pas mal interrogée, mais je ne trouvais pas encore assez, j'ai décidé de reprendre mes études à partir du master. Et j'ai fait un master de sociologie et de ressources humaines, mais un master de recherche OK. dans les sciences du travail et sur l'organisation, sur tout ce qui est organisation. Où là, c'était intéressant parce que je l'ai fait à finalité recherche. Donc, ça m'a appris d'abord à faire de la recherche, ce qui était pour moi très challengeant intellectuellement et qui m'amenait à poser les questions différemment. Et ça a rebalayé les cartes de tout ce qui était la gestion en fin de compte et la gestion RH, avec aussi ce point de vue sociologique qui est qu'est-ce qui se passe dans un groupe, qu'est-ce qui se passe dans une organisation, qu'est-ce qui se passe dans le collectif, qu'est-ce qui se construit dans un collectif. Et ça, pour moi, ça a été vraiment fondamental, ça a été vraiment une vraie découverte, quoi. Et puis, bah, comme je venais de vendre une entreprise, j'en ai aussi profité pour faire quelques voyages. Alors, j'ose le dire, des voyages assez initiatiques. Je suis partie, j'ai vu des grands maîtres, j'ai travaillé sur moi, j'ai découvert ce que c'était la vraie méditation à ces époques-là. Je suis partie dans l'Himalaya, j'ai fait pas mal d'allers-retours. Et à la fin de tout ça, qui a quand même pris un certain nombre d'années, je me suis dit, et maintenant, what else? Et en fait, la question ne s'est pas vraiment posée comme ça, parce qu'à force de rencontrer des gens, c'est les gens qui m'ont demandé d'intervenir dans leurs organisations, qui m'ont demandé d'être coach, qui m'ont demandé de les former à des choses, qui m'ont demandé. Et c'est comme ça qu'en 2010, j'en suis venue par un peu poussée comme ça à créer le cabinet à Lomé pour faire quelque chose un peu plus structuré que simplement répondre à des demandes. Et puis pour structurer les concepts que j'avais envie de mettre en avant, et notamment les deux grands piliers sur lesquels je travaille, qui sont effectivement les questions d'impact et de l'autre côté, alors questions d'impact qui sont reliées aussi à la question du leadership, etc. Et puis d'un autre côté, les questions d'égalité femmes-hommes, parce que quand j'ai fait mon master de recherche, j'ai un peu bifurqué à la fin sur la question du genre. Et je me suis spécialisée un peu sur la question du genre. Et ce qui m'a amené à travailler sur ces questions de gouvernance et d'impact aussi à la lecture du genre. Et donc, j'en ai fait aussi une approche spécifique, évidemment. Oui, tout à fait. Très intéressant aussi. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur ton livre sur gagner en impact, mais pourquoi pas une prochaine fois, on pourra parler aussi des genres. Alors, écoute, Sandrine, peut-être justement dans un premier temps, te poser la question, parce que dans ton livre, c'est très, très clair, hein, tu as une définition de l'impact. Qu'est-ce qu'un impact? Et on sent le fil conducteur tout au long de ton livre. Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles de cette définition. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'impact? Ce qui m'a interpellée quand j'étais jeune, c'était la différence entre des fois ce que moi j'avais appris dans certains ateliers, même de leadership, de techniques d'expression, etc., et ce que je voyais dans ma réalité. Et je me suis rendu compte que souvent, le gap, c'était le fait que
on n'insistait pas, ou on ne m'avait pas encore bien fait comprendre que ces questions-là, qui étaient derrière le leadership, qui étaient derrière même le charisme, qui étaient derrière plein de choses, c'était l'impact qu'on pouvait avoir sur les gens et donc derrière leurs activités. Et l'impact dans le sens où soit ils faisaient, soit ils ne faisaient pas. En fait, la vraie question de l'impact, c'était pas ce qu'on était en train de faire, mais ce qui allait se passer après. Et de se dire, et notamment dans les expériences que j'ai faites à titre même associative, faire un beau discours, c'est très intéressant, être un très bon orateur, c'est très intéressant, mais enfin, si les gens ils votent contre vous à la fin, ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Ça peut avoir un impact sur le fond, on va peut-être vous dire que vous avez bien parlé, ce qui est très agréable pour votre ego, mais l'impact fondamental qui était, je voudrais que les gens votent pour mon projet, et puis qu'ils s'engagent pour mon projet, qu'ils y travaillent, des fois, c'est pas tout à fait à la hauteur de nos espérances. Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur cette notion, avec cette définition-là, qui est que, voilà, quand un objet impacte, on sent qu'il se passe quelque chose, il y a une conséquence très claire. Et pour moi, la question d'impact, c'est qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, est-ce que les gens vont s'engager? Est-ce qu'ils vont faire les choses qu'on a envie qu'ils fassent? Ou qu'il faudrait qu'ils fassent parce que c'est dans leur mission? Est-ce qu'ils vont aussi aller jusqu'au bout de leurs engagements? Question assez importante d'ailleurs, par exemple, quand on gère des projets à long terme, et puis dans des situations, et on en reparlera, je sais, dans des situations où le leadership n'est peut-être pas en plus hiérarchique. On est rentré dans un monde où il ne suffit pas de dire aux gens qu'il faut qu'ils fassent quelque chose pour qu'ils le fassent, ça se saurait. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on regarde comment sont écrits les contrats de travail, y compris pour les managers, on s'aperçoit que ce n'est pas très clair. Et pourtant, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. C'est pas très clair quoi. Et surtout, j'allais dire, je t'écoutais, puis surtout, j'allais dire en situation complexe, parce que dans nos environnements qui sont de plus en plus changeants, en perpétuel mouvement, on a à faire face à des situations complexes. Puis il y a aussi l'impact de, comme tu dis, il y a l'impact de vouloir que les gens adhèrent et fassent quelque chose qu'on aimerait qu'ils fassent. Mais en même temps, il y a l'influence de ces gens-là parce qu'on travaille avec d'autres personnes qui nous influencent aussi et qui veulent aussi qu'on fasse un petit peu ce qu'ils aimeraient qu'on fasse. Fait que là, il y a comme un échange mutuel. C'est quoi pour toi les principaux enjeux de l'impact justement dans ces systèmes-là qui sont beaucoup plus complexes? Alors, je te rejoins, ils sont de plus en plus complexes, puis ça ne va pas s'arranger. D'autant que tout le rapport à l'autorité, tout le rapport à une forme comme ça de reconnaissance qu'on pouvait avoir, même par rapport à l'âge et tout ça, enfin tout ça est en train de disparaître. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir qui on a envie de suivre en fait, et est-ce que les gens vont avoir envie de me suivre. Et deuxièmement, si j'ai une vision et si je développe un projet ou si j'ai une idée, comment ils vont se l'approprier et en faire quelque chose et peut-être même aller au-delà et peut-être même le faire évoluer et peut-être même, voilà, l'idée c'est pas d'avoir des gens aux ordres et c'est bien ça l'enjeu de l'intelligence collective tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est on est plus intelligent à plusieurs. En même temps, l'idée c'est pas d'être intelligent à plusieurs pour faire tout et n'importe quoi, n'importe comment. Il va falloir quand même créer des guidelines, des étapes, des moments où on se met d'accord pour aller vers quelque chose. Ça, on le touche du doigt. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise que je ne vais pas citer parce que je ne voudrais pas les déranger, mais une boîte très, très, très connue qui travaille essentiellement en mode projet, essentiellement avec des jeunes, beaucoup de jeunes qui travaillent dans cette entreprise. Et la question qu'on m'a demandé de travailler avec eux était la question de l'impact pour ça. Parce que du coup, comme ils ont plein d'idées et que ils ne sont pas hiérarchiquement au-dessus quand ils développent des projets,
mais qu'il va falloir quand même embarquer des contributeurs et des contributrices. Mhm. Et à un moment donné, il faut les faire monter sur le bateau et en même temps leur laisser leur espace pour apporter des choses, pour faire avancer le projet, etc. Ce n'est pas des petits toutous ou des petits moutons qui vont faire tout ce qu'on va leur dire. Et c'est même pas ce qu'on veut. On a besoin que chacun contribue avec, je dirais, ça, plus que même que sa compétence, hein, même ce qu'il peut apporter de meilleur chez lui ou chez elle. Donc, C'est un peu dans cette perspective-là, d'ailleurs, que tu abordes l'impact dans tout ton à fait. livre. Hein? Tu l'abordes vraiment dans une perspective de créer une forme de mobilisation. Avoir de l'impact, c'est créer une forme de mobilisation qui va faire que, dans le fond, tout le monde va s'en aller dans une direction. C'est ça que Voilà. j'entends aussi. Oui. Alors après, tout le monde peut en avoir de l'impact. Il peut Mhm. être positif et négatif. On est bien là, nous, dans une question d'impact positif qui a un rapport avec des objectifs, en tout cas quand on est dans une organisation, avec une vision. Et une vision qui ne peut être que partagée, parce que si elle est imposée, ça ne fonctionne pas. Et donc, toute la question à un moment donné de l'intelligence collective, c'est aussi comment on crée cette vision partagée. Mhm. Mais on remarque quand même que dans le concret, il y en a toujours un qui a impulsé quelque chose. Ou Oui, une ou en tout cas qui a joué un rôle pour qui a faire joué un rôle. ça, là. OK. Ouais. Pour pousser l'idée, pour apporter l'idée, pour la mettre sur la table, etc. Et D'ailleurs, dans ton livre, tu nous présentes une méthode que tu appelles la méthode AIDA, A-I-D-A. Hein? Je sais pas si tu dis AIDA ou AIDA, là. Aïda, AIDA. Et tu nous présentes une méthode qui va exactement dans ce sens. C'est une méthode qui vise, dans le fond, à promouvoir, à mobiliser, à rassembler autour d'une idée, autour d'un projet, c'est ça? alors, je ne l'ai pas inventé. Hein. Je suis allée chercher, pour des raisons pratiques, quelque chose qui existait dans la vente, Mhm. OK. parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée quand j'étais jeune. Et je me suis dit, comment on l'applique à ces questions d'impact et à ces questions de leadership, et même d'ailleurs à la prise de parole en public. Enfin, j'en ai fait quelque chose, je l'ai adapté au sens large à la communication, parce qu'il y avait là-dedans des choses qui me paraissaient intéressantes de creuser, et peut-être de creuser un petit peu différemment que ça l'avait été au départ par le créateur en 1800 et quelques, parce que lui, il voulait vendre dans des magasins et qu'il faisait de la pub. Je me suis penchée sur qu'est-ce que ça voulait dire dans le fond, et j'ai regardé ça à la lecture de la sociologie, des neurosciences, de la psychologie, de ce qu'on pouvait tirer de l'expérience des uns et des autres, et même de la mienne d'ailleurs, pour essayer de comprendre ce qu'il avait vu lui, qui paraissait un peu comme ça, un petit peu intrusif, puis un petit peu carré. Mais qu'est-ce que ça voulait dire dans le fond de ce qu'il fallait bouger chez les gens, et de la façon dont on pouvait le faire, tout en respectant quand même le fait et en acceptant le fait qu'ils aient un libre arbitre. Parce qu'à la Mhm. fin, quand même, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mhm. Et puis quand ils sont dans la réunion, ils sont arrivés avec leurs soucis du matin, leurs problématiques, leurs enjeux. Et ça préexiste. Et on est obligé d'en tenir compte. On ne va pas faire de miracle. Et j'ai jamais dit dans mon bouquin que avec des méthodes, on faisait 100% d'impact. Parce que alors ça, c'est un gros mensonge et je ne vais pas y aller. Non, mais ça aide quand même parce que ce que tu proposes comme démarche en 4 temps, c'est quand même quelque chose qui donne des pistes intéressantes. Tu voudrais-tu nous en parler de ces 4 étapes-là? Alors, AIDA Alors, pour… AIDA, donc le premier A de AIDA, c'est comment je vais attirer l'attention. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire comment, quelque part, j'amène des gens à être intéressés par quelque chose qui peut-être au départ leur paraît un peu loin, ou n'est pas dans leur ressort, ou n'est pas dans leur… Comment je vais attirer leur attention sur mon projet, sur ce que je suis en train de dire, sur le fait qu'on va faire une réunion là, sur des sujets qui sont un peu loin de leurs préoccupations peut-être journalières, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que je vais marquer les esprits et que je vais les amener vers quelque chose qui leur change quelque chose par rapport à ce qu'ils font.
Alors ça, c'est pas toujours facile, et ça dépend des circonstances. Mais c'est vrai que, par exemple, quand on est sur un projet, comme je disais tout à l'heure, dans l'exemple que je citais de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, ils faisaient monter des contributeurs sur des espèces de réunions d'information sur les projets qui étaient des réunions très descendantes, où il ne se passait rien en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient voilà, on a besoin par exemple pour développer cette nouvelle machine ou ce nouveau produit qu'on va mettre en vente, de tel service, de tel service, de tel service. Le projet va commencer, on les met dans une salle et puis on déroule 25 slides pour leur expliquer quel est le projet, comment ça va être mis en boutique, ce qu'on voudrait faire, etc. Et ces gens-là, à aucun moment, on essayait de capter quelque chose d'eux pour qu'ils s'approprient le truc. Donc, par exemple, dans le cas d'attirer l'attention, on a changé complètement le format de ces réunions et on a changé complètement la façon d'appréhender la réunion et même de faire les invitations à ces réunions. Okay. Mais justement, pour solliciter une intelligence plus collective, pour amener les gens à s'approprier le projet et qui, même si leur contribution n'était pas immédiate, elle pouvait être dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, on leur demande déjà de faire quelque chose. Donc là, la façon dont on a travaillé pour attirer leur attention, ça a été de les mettre déjà en perspective. Mais il y a plein d'autres manières de faire. C'est juste un exemple. Mais l'idée, c'est vraiment que dans un premier temps, je dois attirer l'attention sur ce projet-là ou cette idée-là, du moins pour que les gens s'y intéressent puis qu'ils aient envie d'en connaître davantage. Alors, c'est quoi la deuxième étape? Ensuite, c'est le I. Dans le AIDA, le deuxième I, c'est éveiller l'intérêt. Alors, éveiller l'intérêt, comment moi j'ai répondu à ça dans notre préoccupation d'impact? D'abord, c'est qu'est-ce qui intéresse l'autre? C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le modèle, c'est qu'il nous oblige à dépasser notre propre point de vue. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui nous intéresse n'intéresse pas forcément le voisin. Or, aux fameuses présentations, pour revenir à l'exemple précédent, les 25 slides, c'était 25 slides qui n'intéressaient que la personne qui était en train de présenter. Hein. Donc, à un moment donné, comment je me pose la question de, dans ce projet-là, qu'est-ce qui va intéresser mes contributeurs aussi pour eux? Pour ce qu'ils développent habituellement, peut-être même dans le cadre de leur carrière ou de leur intérêt personnel, je ne sais pas, mais en tous les cas, se poser la question de quels bénéfices aussi ils peuvent en tirer eux et qu'est-ce qui va les intéresser dans la démarche ou dans le produit ou dans l'offre ou dans le projet, mais eux, pas que moi. Parce qu'on sait que j'en ai besoin d'eux, ça je sais. Dans mon projet, j'ai besoin qu'ils s'activent. Mais si je ne pars que de ça, je m'enferme que dans mon propre intérêt et du coup, je ne me mets jamais dans la perspective de l'autre et de comment l'autre peut s'enrichir à travers ça. Or, moi, je crois vraiment au rapport win-win. Et éveiller l'intérêt, c'est se poser la question en amont de comment l'autre peut y trouver un intérêt, qu'il soit personnel ou qu'il soit pour son travail ou qu'il soit... Mais comment il va y trouver quelque chose qui fait que ça va susciter la façon dont il va commencer à travailler et son application et son engagement. Oui, puis on voit que là, il y a comme le début de l'émergence d'une intention commune. Et là, on commence à voir l'émergence d'une intention commune. OK. Donc, on attire l'attention, on suscite l'intérêt. Et la troisième étape, c'est? Eh bien, il va falloir aller chercher le désir. Alors, c'est le D de AIDA. OK. Oui. Ça m'a beaucoup intéressé cette question du désir parce qu'en fait, depuis quelques années, le mot désir en entreprise, il avait été un peu interdit, quoi. C'est-à-dire, parler de désir, c'est presque un gros mot. Le mot désir, c'est presque un gros mot. On parle de motivation, on va parler d'engagement, tout ça, mais alors de désir, pas du tout. Or, quand même, le moteur de l'être humain, c'est quand même son envie, quoi. Il a envie ou il n'a pas envie. On peut avoir montré toutes les bonnes raisons à un fumeur d'arrêter de fumer. S'il n'a pas envie d'arrêter de fumer, il n'arrêtera jamais.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est cette envie de participer ou de ne pas participer. Et là, on est dans un cœur de problématiques complexes, parce que susciter le désir de l'autre, c'est pas si facile. Voilà, ça se Parce que saurait. tu te mets en mouvement, là. Quand tu étais dans développer son intérêt, euh, OK, là, ce que je comprends, c'est que la personne commence à se dire, ah, voilà, il y a des éléments positifs pour moi, pour nous, pour le collectif. Et là, dans le désir, il y a quelque chose que tu es en train d'introduire qui est plus d'un engagement à agir. C'est tout ça? Oui, et puis c'est surtout quelque part pas très rationnel, quoi. Le OK. désir, c'est un truc qui fait que, d'ailleurs, tu sais qu'on peut pas, il y a quelque chose qu'on peut pas faire, c'est quand on n'a pas envie de faire un truc et que on sait qu'il faudrait le faire pour des tas de bonnes raisons, il y a de fortes chances pour qu'on le fasse pas. Et inversement, c'est pareil. Tu te mets au régime parce que voilà, tu veux vraiment perdre 10 kilos, et puis tu passes devant la pâtisserie que tu préfères de toute la ville, tu passes une fois tous les 36 du mois, et à un moment donné, tout s'écroule, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher toutes les bonnes raisons pour craquer. Hmm. Parce qu'à un moment donné, c'est ton désir qui va prendre le pas, cette envie que tu as de manger ce merveilleux gâteau que tu manges une fois par an, et tu vas te dire, oui, mais bon, une fois par an, c'est pas grave, etc. On sait en psychologie que ça s'appelle résoudre sa dissonance cognitive. Hein. De temps en temps, on est dissonant. Et donc, la difficulté de l'impact, c'est de rendre tout ça cohérent. C'est-à-dire que la personne, elle a envie de s'engager, elle a envie de travailler sur ce projet parce qu'elle a de bonnes raisons, mais aussi parce qu'il y a quelque chose qui la pousse. Alors, ce quelque chose qui la pousse, ça peut être ton enthousiasme quand tu as présenté le projet. Ça peut être aussi le fait qu'il te fait confiance. Ça peut être aussi le fait que depuis des années, vous avez eu de bonnes relations. Ça peut être aussi le fait qu'il t'a vu travailler sur d'autres dossiers et qu'il aime bien, et que quelque part, il a apprécié, il a vu qu'il y a des gens qui aiment bien travailler avec toi. Enfin, plein de choses qui font qu'à un moment donné, on a envie de se dépasser. Et Hmm. ça, c'est très touchy parce que on ne sait pas trop comment faire. Euh, c'est pas parce que nous, on a envie que l'autre va avoir envie, et en même temps, c'est primordial, parce que si toi, tu n'as pas envie d'être là, si toi, tu n'as pas envie de faire le projet, si toi, tu n'avais pas envie d'être à la réunion, si toi, tu n'avais pas envie de présenter le projet à la réunion, ben l'autre, il n'aura pas envie. C'est réglé, c'est plié. En même temps, tu peux avoir envie et que ce ne soit pas suffisant pour aller chercher son envie. Mais c'est un préalable. Il faut déjà que toi, tu aies réglé quelque chose avec ton désir. Et bien, ce que je dis là, c'est pas rien. Parce que le nombre de gens qui arrivent dans mon cabinet et qui me disent « Mais moi, j'ai pas envie d'animer cette réunion parce que j'ai pas envie, j'aime pas parler en public. » Ou j'ai pas envie de travailler sur ce projet parce que j'y crois pas, etc. Tant qu'on n'a pas réglé ça, on va avoir beaucoup de mal à Ah avoir de oui, l'impact, il faut savoir quand même. ben oui, bien Et sûr. ça interroge ta mission dans l'entreprise. Ça interroge ton regard, ça interroge le sens que tu donnes à ton travail, ça interroge le sens que tu donnes à ta fonction même des fois. Donc ça peut aller chercher très loin en toi, cette question du désir. Donc c'est comment je vais susciter le désir chez l'autre, mais à travers cette question, je pose la question de mon désir, dire déjà moi, comment le mien il est posé. Et s'il est à côté, ça ne fonctionne pas. Puis dans le fond, ce que tu dis là, ça prévaut pour les autres étapes aussi, parce que j'imagine que tu peux pas attirer l'attention, tu peux pas susciter l'intérêt, ni le désir, si d'une certaine façon, tu fais pas la démarche par toi-même aussi, puis que tu n'es pas cohérent ou du moins intègre par rapport à ces éléments-là. Mais c'est ça qui est intéressant, que j'aimais bien dans ce modèle quand j'ai retravaillé, c'est qu'il nous incite à une très très grande cohérence personnelle tout le temps. C'est-à-dire Mm. que le moindre faux pas, on va perdre quelque chose de notre impact et donc de notre leadership quelque part. Hein. J'associe quand même beaucoup ça aussi à toutes les questions de charisme, etc. et d'influence. Parce que dès qu'on ne sera plus aligné, l'autre, eh ben, il va se perdre. Et il ne lui faut pas grand-chose. Il ne faut Mm. pas grand-chose parce qu'en plus, on est dans ce monde complexe Mm. où quand il va rentrer chez lui ou chez elle,
à 23 heures, il y a quelqu'un qui va lui dire « Mais pourquoi tu as travaillé jusqu'à cette heure-là? Tu n'as même pas eu de prime d'objectif le mois dernier. » mm, mm, Et puis ta boîte, elle fait XX millions de bénéfices et tu n'en as pas vu la couleur. mm, Donc, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que si tout ça n'est pas bien accroché, il ne va pas pouvoir aller chercher les bonnes raisons, ne serait-ce que pour justifier le fait que ah oui, mais moi, ce projet, il m'intéresse, et puis je travaille avec Caroline, et Caroline, elle est super, et on est en train de faire un truc super, et je m'éclate. Parce que quelque part, il y a ça derrière. mm, Il y a cette question de se ressentir vivant, quoi. mhm, Se mhm, ressentir un acteur vivant ou une actrice vivante, qui est, je pense, qu'on a oublié dans les entreprises. mm. C'est l'âme de chacun qui, à un moment donné, doit être présent là pour avancer, pour aller peut-être même au-delà de quelque chose. Et l'engagement, c'est ça, hein, c'est le petit plus. Hein. Si on fait que ce qu'il y a décrit dans le bulletin, dans le contrat de travail, Mm, c'est pas de l'engagement, hein, c'est je fais ce qu'il y a décrit. Mais mhm. l'engagement, c'est quand j'ai ce petit supplément-là qui fait que j'ai envie que ce soit bien, que j'ai envie que ce soit dans les délais, que je vais y mettre du cœur, quoi. Mm, C'est cette question-là qu'on a oubliée, le cœur à l'ouvrage. C'est vieux, mm. ça, comme c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, c'est sûr, Hein. mais c'est Le toujours cœur à d'actualité. Et donc, puis c'est drôle parce que tu dis ça, puis je me disais, ah oui, mais tu sais, il y a il y a mon propre intérêt, mon propre désir, il y a le propre intérêt de l'autre, son propre désir, mais et il y a celui du groupe, parce que à un moment donné, c'est celui du collectif aussi. Alors, il y a l'individuel, il y a nous comme individus, mais Mm. après, nous comme groupe, par rapport à une réalisation ou une raison d'être qui est importante pour nous. Mais bon, on s'éloigne un peu, mais ceci dit, le quatrième, c'est quoi? C'est le A pour ta quatrième étape, le A pour Donc, la quatrième étape, c'est la question de l'action. Et l'action. notamment, dans mon modèle tel que je l'ai revu et retravaillé, c'est la question de l'action de l'autre. C'est-à-dire comment, quelque part, l'autre va se révéler dans cette action, va s'accomplir en portant ce qu'il a de meilleur, va passer à l'action et sans que ça lui coûte. Parce que derrière tout ça, il y a il y a la question du stress, il y a la question du burn-out, il y a la question de tout ça. Alors forcément, on peut être stressé parce qu'on n'est pas dans les délais, etc. Mais quel est le coût que l'on a mis dans son action et jusqu'où ce coût il est disproportionné par rapport à ce qu'on pouvait supporter. Et souvent, c'est en rapport avec son envie de s'engager et la gestion de sa propre énergie. Donc, l'action de l'autre va être le révélateur de tout ce qui se sera passé avant, à la fois entre les gens, et puis à la fois parce qu'il y a quelqu'un qui a porté quelque chose, et qui en portant quelque chose a porté aussi cet enthousiasme, cette énergie, ce collectif vers l'accomplissement qui était prévu. Donc l'action OK. de l'autre, c'est pas une action on n'oblige personne à l'heure d'aujourd'hui. C'est difficile d'obliger des gens. C'est une action qui va être portée parce que les gens ont envie de la porter. Et alors, c'est d'autant plus vrai dans les projets transversaux. Et d'où l'importance de susciter leur intérêt, Oui, d'attirer leur attention, non, d'attirer leur attention, susciter leur intérêt, puis de provoquer le désir. c'est vrai, quel désir. Parce que c'est vraiment ce qui va être à la base de leur action qui vont permettre, dans le fond, de consolider les actions, mais que les gens soient vraiment engagés, c'est ça. Oui, oui. Mm, Ça se passe ok. bien. Mm. Ça se passe le mieux possible. Même si on est dans un univers contraint, on ne l'oublie pas. Mhm. Oui, bien sûr. Et selon toi, c'est quoi pour le manager ou pour celui qui va avoir de l'impact par rapport à des gens, par rapport à un collectif, c'est quoi ses principales qualités à travers ces étapes-là, ses principales caractéristiques qui vont faire de lui euh, quelqu'un qui a un bon impact? Alors, je pense que déjà, il y a un vrai retour sur soi à faire. C'est-à-dire un vrai travail sur à la fois qui je suis, qui j'ai envie d'être en tant que personne et en tant que leader,
quelle est ma mission. Donc, une vraie acceptation d'un travail sur soi, pas toujours accepté d'ailleurs par... c'est pas que des techniques de management ou leadership, quoi. Il y a vraiment à un moment donné, il faut se pencher sur comment nous, on veut se développer par rapport à ça, pour tendre vers quelque chose où on devient très à l'écoute de ce qui se passe, parce que pour gérer tout ça, il faut être très à l'écoute de l'autre, très en considération de l'autre, et je dirais même avec une bonne dose d'humilité. Parce que dans ce chemin-là, dans le chemin que je propose, c'est pas j'ai toujours raison, je suis pas le chef qui a toujours raison, je suis pas le chef qui dit qui même me suive jusqu'à la mort s'il faut, hein, modèle napoléonien, non. Là, on est plutôt dans un leadership dit contemporain où quelque part, il va falloir avancer en même temps que les autres et voir comment ça se passe. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un certain recul sur soi et en même temps, avoir des moments de fermeté et des moments de guidance, parce que dans les entreprises à l'heure d'aujourd'hui, les gens ont quand même besoin d'être guidés. Ils veulent pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très malheureux quand ils se retrouvaient dans des situations où ils avaient l'impression de ne pas avoir de stratégie, de ne pas avoir de guide. D'ailleurs, souvent, quand on travaille avec les gens sur des formations management, c'est la première chose qui sort. On ne connaît pas la stratégie. Bon. Donc, ils ont besoin de vision, ils ont besoin d'être guidés. Mais comment on va avancer avec ça pour à la fois être un visionnaire et un guide, mais pas un dictateur ou une dictatrice, hein. Voilà, on est dans des nuances comme ça qui sont compliquées. Et donc, c'est ces nuances-là qui nous obligent à travailler. Et moi, il y a un mot que j'aime bien, c'est rayonnement. C'est-à-dire que je pense que ça se travaille à partir de quelque chose sur soi où on se dit comment moi je suis une personne rayonnante. Rayonnante, ça veut dire que je suis capable d'amener quelque chose du fond de mon être, même au travail, qui m'appartient, qui m'anime, mais qui est une chose qui va... le rayonnement apporte quelque chose aux autres, hein. Le rayonnement du soleil nous apporte de la chaleur, c'est ce qui fait vivre les humains, hein. Donc, avec l'acceptation et la reconnaissance. J'allais dire, le rayonnement éclaire les autres aussi, tu sais. Voilà. Mais il ne doit pas les écraser. On parle de rayonnement et on ne parle pas de brûlure, quoi, hein. Donc, comment je peux travailler ce rayonnement intérieur qui me donne cette présence et qui me permet de travailler sur moi continuellement et en me disant, bon, ben là, comment je me réajuste? Là, on ne s'est pas bien compris, il y a eu un problème de communication, comment je vais retravailler ce problème de communication? On est dans un conflit, comment je retravaille ce conflit, etc. Comment, quelque part, je peux me poser des bonnes questions. Et puis, la bienveillance n'empêche pas la fermeté, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je dirais même le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler ensemble, ça les rend très malheureux. Et donc, dans ces questions-là, c'est savoir aussi prendre des décisions pour dire, bon, il y a des projets qu'on ne peut pas faire avec certaines personnes. Il ne faut pas tomber dans ce que je vois des fois, où on maltraite les gens parce que, ils ne montent pas sur le bateau. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Se poser les bonnes questions est important. C'est presque plus important d'ailleurs que de trouver tout de suite les bonnes réponses. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que le leader d'aujourd'hui est un questionneur et il peut se poser les questions à lui-même, il peut travailler avec un coach, il peut travailler avec son équipe de direction, il peut travailler avec les gens de son équipe, etc., etc. Mais les questions sont plus importantes même que les réponses que lui donnerait. Et l'écoute des réponses des autres ne l'empêche pas de se faire aussi sa propre réponse, parce qu'évidemment, à un moment donné, il est responsable et on va se retourner vers lui, hein, quand même. Hein, quand on est patron d'un truc ou chef de projet, c'est quand même vers le chef de projet qu'on va se retourner pour lui dire « Et ton projet, il en est où ?» Donc, on doit garder cette forme de responsabilité. Oui. Voilà. La notion de la responsabilité, est assez... on pourrait en faire tout un échange, hein, parce que c'est sûr qu'il y a la notion aussi de co-responsabilité, mais il y a aussi le fait qu'un manager est responsable ou un dirigeant est aussi responsable d'une partie. Donc,
que ouais, c'est un sujet qui mériterait d'être traité ultérieurement dans un entretien. Écoute, vraiment, c'est très, très intéressant. Si tu avais quelque chose parce que je vois que le temps passe, le temps s'écoule, si tu avais quelque chose à ajouter que tu n'as pas dit ou que tu aimerais dire, que tu dis, ah ça, ça aurait été important que je le dise aux auditeurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? En ce moment, je travaille beaucoup sur ces notions de rayonnement qui m'amènent à réfléchir sur, au-delà même du sens que l'on donne au travail, qui est pour moi, la question du sens étant fondamentale, et j'aimerais qu'elle soit remise au cœur des organisations, même si, bien sûr, il faut gagner de l'argent, etc., on est d'accord, mais quel sens on donne à ce que l'on fait? Je m'interroge aujourd'hui sur comment on apporte quelque chose de plus dans les organisations pour peut-être transcender un peu ce côté matérialiste et redonner une responsabilité à toutes ces organisations-là, mais de façon globale. Je dirais, c'est un peu pompeux, mais une responsabilité quand même humaine, universelle, et je dirais même spirituelle. C'est-à-dire, on a en charge de faire vivre une planète, d'accueillir des générations, de veiller sur un environnement, de faire en sorte que les êtres humains puissent faire leur chemin, quel qu'il soit, mais du mieux possible. Et j'aimerais bien, enfin, mon vœu le plus cher, ce serait qu'on puisse, sans paraître fou et sans paraître complètement hors sol, dire que remettre un petit peu quelque chose de l'ordre du spirituel dans tout ça ne serait pas de trop. Mais je ne crois pas que ce soit du tout pompeux, au contraire. Puis de toute façon, on voit beaucoup ces tendances-là, cette volonté de travailler plus dans une perspective de soutenir notre humanité vers des bonnes directions, surtout avec les enjeux, hein, les enjeux actuels au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des gènes, au niveau de... Bon, je pense pas que ce soit pompeux ce que tu dis là. Je pense qu'au contraire, ça fait plein de bon sens. Voilà, donc c'est ça que j'ai envie de partager avec des auditeurs et puis de plus en plus avec les gens avec qui je travaille, même si c'est pas toujours facile et même si les organisations d'aujourd'hui sont peut-être pas prêtes à l'entendre comme ça. Mais en tous les cas, je sais qu'on est quelques-uns à travailler sur ces sujets-là et qu'ils amènent à réfléchir sur le sens de tout ce qu'on fait, y compris voilà, dans les organisations. Et donc forcément, quand on a un impact, c'est qu'on en a un petit peu pourquoi faire. C'est-à-dire, à quoi sert tout ça? À quoi sert cet impact? Vers quoi on amène des gens et pourquoi on les amène vers là? Et moi, j'invite tous les managers, tous les dirigeants, tous ceux qui sont à des postes de CEO, etc., à réfléchir à ça. Je sais bien que concrètement, ils ont des objectifs, le CAC 40, la bourse, etc., mais fondamentalement, on emmène les humains vers quoi quand on les fait travailler? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour que tout en faisant l'un, on puisse aussi faire l'autre? Parce que je pense que ce n'est pas tout le temps si antinomique que ça. Des fois, non, oui. ben non, ça peut être intégré, bien sûr. Ça peut être intégré, mais pour les bonnes choses, pour la bonne direction. Et pas uniquement parce que les gens travaillent mieux si ils ont trouvé du sens ou parce qu'ils ont l'impression de... Mais aussi parce que on ne peut plus s'en passer. On ne pourra pas se passer de ça si on veut que ça continue et que vivre sur une terre qui nous accueille. L'accueil, je pense que la terre nous accueillera toujours, c'est peut-être les humains qui auront disparu, donc si on veut peut-être que la race humaine continue à survivre, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. Oui, se poser des questions d'abord, hein? Oui, très bien. Ben, écoute, je te remercie. Je suis très heureuse de cet entretien-là avec toi. On a touché des dimensions beaucoup plus profondes
Oui, que celle au départ, si tu veux, qu'on avait peut-être même imaginé. Et c'est la force ça de la fait du discussion sens. et de l'échange. Pardon? C'est la force de la discussion et de l'échange. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est un très, très bel entretien. Je te remercie beaucoup. Écoute, je vais te donner ton adresse pour les gens, l'adresse de ton site web de la firme Conseil pour les gens qui souhaiteraient en connaître davantage sur ton livre, tes futurs livres, euh, tes réalisations. Donc, www.alomey.com. Hein? Oui. Et puis voilà, est-ce que tu comptes venir nous voir au Québec éventuellement? Ah, j'en serais ravie. Oui. J'aimerais bien trouver la très très bonne occasion pour venir me voir au Québec, tellement j'aime le Québec. Donc là, il n'y a pas de souci. Je viens quand tu veux. Parce que OK. vraiment, j'ai tellement aimé quand je suis venue. Tellement. Bon, ben écoute, on verra, hein? Des fois, il naît des opportunités. Tout peut se produire. Alors, notons que la version CD de Gagnant d'Impact, puisqu'on Oui, a la version livre et la version CD, elle OK. a été faite par un éditeur québécois. Ah, très bien. Et qui est cet éditeur? Et Alexandre Stanquet. Ah oui, d'accord. Bien, OK. Alors, on peut se le procurer chez Stanquier, la version CD. Ah, je pense qu'on peut se le procurer chez Stanquet. Tu peux te le procurer aussi par Internet sur différents sites, mais je pense que lui, il doit pouvoir, oui, en fournir. Enfin, c'est vrai que en France, on passe par Amazon ou par Fnac ou des choses comme ça, mais c'est lui qui l'a effectivement produit avec la très très belle voix de Gila Clara Kessous, qui est à la fois PhD à Harvard, qui a travaillé sur la négociation et sur des questions de leadership, qui travaille dans mon cabinet et qui est en même temps comédienne à la base et qui a prêté sa voix pour lire le livre. Et ça fait un très 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 joli livre lu. Et donc, je suis très fière d'avoir eu un éditeur québécois. Oh, vraiment, Sandrine, merci. C'est très intéressant tout ça. C'est vraiment un bel entretien. Alors, je te remercie de ta générosité d'avoir accepté hein, de partager ta pensée, mais aussi ton cœur avec nous aujourd'hui. Pour ce qui est des auditeurs, ben, j'aimerais quand même vous informer que tous les entretiens qui sont réalisés dans le cadre du Web Sommet sont disponibles gratuitement sur mon site web hein, à www.lagestionréinventée.com. Alors, vous pouvez aller les visionner comme bon vous semble. Et si vous vous inscrivez à l'infolettre de la gestion réinventée, bien, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle entrevue qui sortira, bien, vous pourrez en être informé.